Bonjour mes amis, vous êtes nombreux à me demander de parler un peu plus de cas impliquant des Airbus. Alors vous savez, j'aimerais bien le faire et je vais tenter de le faire aujourd'hui avec un cas très intéressant. Maintenant, j'aimerais vous dire qu'il est extrêmement ardu de vulgariser le fonctionnement d'un Airbus à partir d'une voiture garée sur le parking d'un supermarché. Alors pour m'aider aujourd'hui, j'ai ramené des Lego que j'ai piqué à ma fille et puis j'ai ramené une sorte de gros carnet que je vais utiliser pour faire un dessin. Alors, il faut savoir que quand on parle d'Airbus, on va souvent parler de logique, de commande de vol, on va parler d'ordinateur, on va parler de philosophie, d'ingénierie, des choses, des éléments qui n'ont peut-être pas nécessairement de sens quand on discute au sujet d'un DC-9 ou un 737 par exemple. Alors, cette histoire qui est extraordinaire parce qu'elle va révéler que quand on a un système complexe, même quand il est en exploitation pendant des décennies, il peut soudain nous révéler des choses qu'on n'avait pas prévues sur son fonctionnement. Nous sommes à Tallinn, en Estonie. Il est le 28 février 2018. Et il y a un appareil de la compagnie SmartLynx sur l'aéroport dans une mission un peu particulière. Alors cet avion-là, ce jour, va faire des tours de piste. Ça veut dire atterrir, décoller, atterrir, décoller. Pourquoi ? Il est utilisé ce jour-là comme un avion d'école. Pourquoi ? Parce que cette compagnie, petite d'ailleurs, qui avait seulement 3 avions, c'était le 3e qu'elle venait d'acquérir depuis 2-3 semaines. D'ailleurs, l'appareil était tellement récent dans leur flotte qu'ils n'avaient même pas eu le temps de le peindre. Quand on regarde les images de cet avion, il était tout blanc en fait. L'appareil n'était pas neuf, il avait 18 ans d'âge. Mais il venait d'être acquis par cette compagnie. Ce jour-là, je disais, il allait être utilisé dans un cadre d'une mission particulière pour entraîner des pilotes. Alors, il y avait 4 pilotes, un instructeur, un pilote de sécurité, c'était un pilote qui a été rajouté pour un petit peu surveiller le bon déroulement des choses, et en plus, c'était joint à cette équipe un examinateur travaillant pour les autorités aéronautiques locales, pour voir un petit peu sur le plan de l'organisation et le plan légal que les choses se passent correctement. Il y avait donc 7 personnes à bord de cet avion. L'appareil s'aligne pour décoller. À ce moment-là, il y a sur le siège de gauche l'instructeur, un homme de 63 ans, 24 000 heures de vol, quelqu'un de très expérimenté. Il va garder ce siège tout le long. À sa droite est assis le premier élève en formation. Les autres élèves sont assis dans la cabine. Sur les 2 sièges observateurs, il y a le pilote de sécurité et il y a l'examinateur venant donc, travaillant pour les autorités qui est là, qui va rester là tout le long. Alors, le premier élève décolle avec le programme suivant. C'est faire 5 atterrissages de type tour de piste, ça veut dire atterrir, remettre les gaz, redécoller tout de suite. Un atterrissage complet qu'il fera à la fin donc de sa formation, plus une remise des gaz. Et chaque élève devra faire exactement le même programme. Donc ils ont une journée chargée et pendant plusieurs heures, l'appareil va voler au-dessus de l'aéroport de Tallinn pour cette mission. Alors, font le décollage, tout se passe normalement, montent dans l'axe de piste à 1500 pieds, font demi-tour, remontent la piste en vente arrière, se réalignent pour atterrir. Tout va très bien. Alors à ce moment-là, l'instructeur va partager les tâches avec le pilote. L'élève pilote, c'est lui qui physiquement tient le mini-stick et pilote l'avion. L'instructeur va l'assister. Il va l'assister avec la radio, avec le contrôleur aérien, mais il va l'assister aussi avec certains contrôles de l'avion. Alors, en l'espèce, voici ce qu'il va faire. Lorsque l'avion atterrit, lorsque l'avion touchera la piste, l'instructeur reconfigurera les volets de leur position atterrissage à la position 1 plus F, qui correspond à la position donc minimale de décollage pour le 737, j'ai failli dire, pour la 320. Et puis, il va faire aussi autre chose. Il faut savoir que le trim, il y a le trim qui permet d'agir, ce qu'on appelle le THS, sur l'Airbus A320. Je vous montre sur cet avion, c'est la même chose, dans tous les avions de ligne c'est pareil. Cette surface-là, que vous voyez, cette surface-là de l'empennage, durant l'approche, quand les volets sortent, le train d'atterrissage sort, l'avion ralentit, commence à se cabrer comme ceci,
tout en approchant du plan de descente. Ce plan-là, part en mode cabré. Ça signifie progressivement, hein, il va se mettre en mode cabré, 5, 6, 7, 8 degrés selon le centre de gravité de l'appareil. Mais toujours est-il qu'il est en mode cabré. Lorsque l'avion atterrit, qu'il est bien plaqué au sol, le système va automatiquement passer en mode sol et il va commencer à faire ceci. Il va commencer à aller vers 0 degré. Il va aligner celui-là, hein, ce THS, à 0 degré. 50, 40, 30, 20, 10, retard, 5, retard. Il y a des roues peintes en noir et blanc dans le cockpit qui vont commencer à tourner assez rapidement pour revenir vers 0. Les décollages ce jour-là, d'après le calcul de l'instructeur, devaient se faire à 1 degré. 1 degré à cabré. Hop, 1 degré. Donc, que fait l'instructeur? Il regarde le déroulement du trim. Il regarde dès que l'avion touche la piste. 5 secondes plus tard, le trim commence à revenir vers le 0. Dès qu'il passe le 1 degré, que fait l'instructeur? Il chope à la main la roue, n'est-ce pas? Il chope à la main la roue qui est en train de se dérouler, il l'attrape pour l'arrêter. C'est tout à fait normal et il a normalement une priorité. La priorité est manuelle sur ces roues-là. Le système, normalement, est capable de comprendre que l'humain est intervenu et puis il laissera faire. Donc, il bloque la roue avec la main. On arrive donc à 1 degré. L'élève pilote met les gaz à fond, accélère, et puis à un moment donné, l'instructeur lui demande de faire la rotation, donc il cabre l'avion et il décolle. Ok. Au deuxième décollage, quand ils arrivent à 1500 pieds, il y a une alarme qui va retentir. Alors, c'est une alarme qui parle de pitch, qui parle de ELAC. En particulier, l'ELAC 1 semble avoir un souci. Alors, c'est quoi l'histoire de l'ELAC? Si vous voulez tout savoir, dans les Airbus, il y a des ordinateurs qui permettent de contrôler donc l'avion. Il y en a de très nombreux en réalité, mais les principaux sont au nombre de 7. C'est 3 familles au nombre de 7. Donc il y a ce qu'on appelle les ELAC, les SEC et les FAC. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse dans le cadre de cet accident, c'est seulement les ordinateurs les 2 premières catégories. Donc je vais représenter ici avec mon Lego. Ça, c'est un ELAC. Je vous explique dans une seconde ce qu'il fait. C'est un ELAC. Voilà, ELAC 1. Et je mets de l'autre côté ELAC 2. Voilà. ELAC 1, ELAC 2. Imaginons que nous sommes par exemple dans la soute électronique de l'appareil, de l'avion. Alors, les ELAC 1 et 2, qui sont identiques sur le plan, on va dire, de leur constitution, ils font quoi? Ils vont gérer, comme leur nom l'indique, EL, c'est pour Elevator, donc ils vont gérer le Elevator, ça veut dire gérer la gouverne de profondeur et le plan horizontal réglable, donc ils vont gérer cette partie-là, ce qui permet de cabrer ou de faire piquer l'avion, c'est cette partie-là qu'ils gèrent. Et ils gèrent aussi, donc EL, A. A, c'est quoi? C'est pour aileron. Donc ils gèrent les ailerons de l'Airbus, permettant de l'incliner dans ce sens et dans ce sens. Ok? Alors, donc c'est ELAC. Elevator, Aileron, Computer. Normalement, quand on est en temps normal, c'est le ELAC numéro 2 qui contrôle la profondeur sur un Airbus. L'ELAC numéro 1 est en stand-by sur la profondeur. Il fait que suivre, il reçoit les mêmes infos, mais il n'agit pas sur la profondeur. C'est l'ELAC numéro 2 qui travaille. Alors, il y a aussi d'autres ordinateurs secondaires qui font les spoilers. C'est le SEC 1 et le SEC 2. D'accord? SEC 1 et SEC 2. Alors, il y a un SEC 3
Mais celui-là, on va l'ignorer pour le moment. Il n'est pas placé là. Il est placé d'ailleurs physiquement ailleurs. Et lui ne peut pas a des connexions complètement différentes au SEC 1 et 2. Alors, que font les SEC 1 et 2? Le SEC 1, spoiler, il gère ce qu'on appelle les aérofreins qui se déploient sur la partie supérieure de l'aile. Et il gère le E, il gère les elevators. C'est un ordinateur secondaire. Il peut lui aussi gérer, d'accord, il peut aussi gérer l'empennage. Il peut gérer donc la profondeur. Donc, ELAC 1 et 2, SEC 1 et 2, il y a un troisième SEC, j'ai dit on ignore. Alors, le problème qu'il a le pilote, c'est avec le ELAC numéro 1. Une alarme qui s'affiche, et puis elle dit quoi cette alarme? Il faut le resetter. Alors c'est comme un petit peu les ordinateurs Windows. Qu'est-ce qu'on fait quand ils ont un problème? Clic, clic, on reset. Donc là, il y a un bouton au-dessus de la tête de l'instructeur. Il appuie dessus, clic. Il va resetter, il va rebooter donc en réalité le ELAC numéro 1. Moyennant quoi, le ELAC numéro 1 revient dans un fonctionnement normal. L'appareil refait son tour de piste, revient, il atterrit, même scénario, redécolle, 1500 pieds, une alarme, ELAC. Reset de ELAC numéro 1, et ceci va se poursuivre pendant pratiquement tout le vol. Ça commence à devenir assez systématique pour l'instructeur de faire des resets de cet ordinateur sans arrêt. Alors au bout d'un moment, l'instructeur va laisser tomber. Ça veut dire que l'instructeur, il va faire quoi? Il va arrêter de resetter cet ordinateur. Il va le laisser en mode d'erreur, et puis l'avion marche très bien avec le ELAC numéro 2. D'ailleurs, à tel point que il faut savoir que sur l'Airbus, il est possible de partir avec l'ELAC numéro 1 en panne. Il est possible de partir avec l'ELAC numéro 1 en panne, ça fait partie de la MEL, et en fait, garder que l'ELAC numéro 2. L'inverse est interdit. Pourquoi? Parce que l'ELAC numéro 2 contrôle 2 circuits hydrauliques. En termes de connexion électrique, il a de meilleures connexions électriques que l'ELAC numéro 1. Donc même s'ils sont, en tant que boîtier, ils sont équivalents, l'ELAC numéro 2 a plus de redondance électrique et hydraulique. C'est pour ça qu'il est interdit de partir avec l'ELAC numéro 2 manquant ou défectueux. Alors que l'ELAC numéro 1, c'est possible. Je disais que notre appareil, maintenant, fonctionne comme ceci. Cet ELAC là, ne fonctionne plus. Donc je vais le retirer. Continuent à faire leur tour de piste et il y eut une pression opérationnelle sur la tête en réalité de l'instructeur. Pourquoi? Parce que cet avion, il n'était pas un avion école à la base. C'était un avion qui a été utilisé par la compagnie pour transporter des passagers. Donc c'était assez exceptionnel qu'on lui a prêté ce jour-là pour qu'il valide les formations de ses 4 pilotes. Donc ce jour-là, il y avait l'avion, il y avait les 4 pilotes, il y avait l'examinateur des autorités qui était là, la météo était bonne pour des vols d'entraînement, on est en février, c'est déjà exceptionnel qu'ils aient eu une météo valable. Donc quelque part, il savait que si il allait annuler ce vol à cause des ennuis répétitifs qu'il avait avec les commandes de vol, il savait que peut-être il faudrait 6 semaines, 2 mois pour que les planètes se réalignent et qu'il puisse réaliser encore cet entraînement-là. Donc quelque part, il a un petit peu poussé l'avion à ses limites. Aussi, il faut savoir une chose, qu'il a fait une erreur correspondant quelque part à sa démographie. Il était très expérimenté et on va trouver très souvent sur les accidents avec des pilotes expérimentés, on va trouver souvent des problèmes non pas liés à une méconnaissance ou à une inexpérience avec l'appareil, mais surtout peut-être un peu de ce sentiment d'invulnérabilité, ce sentiment que je maîtrise. Et en fait, si dans cet appareil, il y avait eu un commandant de bord, une jeune femme de 23 ans, et peut-être à sa droite un copilote de 19 ans qui vient sortir de l'école, je pense que les alarmes répétitives qu'ils ont eues ce jour-là leur auraient donné assez rapidement suffisamment de traxir pour les inciter à atterrir et puis à aller parler à des mécaniciens et demander un contrôle de l'appareil. L'instructeur va continuer, va persister. Alors, maintenant, je vais vous raconter une histoire. C'est que cet avion
avait subi une erreur de maintenance que l'enquête n'arriva jamais à déterminer l'origine. Et pourquoi? Parce qu'il a changé de main plusieurs fois. Vous savez, les avions, c'est un peu comme les voitures. Pourquoi les voitures d'occasion, quand elles ont changé de main de nombreuses fois, eh ben leur valeur a tendance à se dégrader. Quand vous achetez une voiture qui a eu 7, 8 propriétaires, ce n'est pas comme si vous achetez une voiture qui a eu un seul proprio depuis 9. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des histoires qui se perdent, on ne connaît pas l'historique, on n'arrive pas à le retracer. C'était pareil avec cet avion-là. Il y eut une erreur de maintenance extrêmement subtile, tellement subtile qu'en réalité, l'avion a été exploité pendant très longtemps. On ne sait pas combien de temps, mais très longtemps. Avec ce problème-là, sans que personne l'eût remarqué. Alors, que s'est-il passé? Je vous raconte. Il y a à l'arrière de l'avion, ici, à l'arrière de l'avion, au niveau de l'empennage, il y a une sorte de grosse vis sans fin, grosse comme le bras. Il y a un système qui marche avec de l'huile et qui va servir comme une sorte d'embrayage permettant à l'humain de prendre le contrôle. Comme je vous ai dit, si la roue est en train d'être entraînée par le pilote automatique, Airbus souhaite que l'humain puisse à tout moment soit l'arrêter, soit la déplacer, et que le système électronique ne lutte pas contre l'humain, ni ne pense qu'il y a un truc bizarre qui est en train de se passer. Donc, il faut une chose. Pour le système ELAC 2 qui est en contrôle, il faut une chose. Il faut qu'il contrôle le plan horizontal réglable, c'est bien, mais il faut qu'il fasse le distinguo entre un problème qui fait que le problème que le plan horizontal réglable est en train de partir tout seul, qui a une bizarrerie, ou bien c'est l'humain qui est en train de le manipuler. Il faut qu'il fasse cette différence-là. Alors ceci se fait par un système qui marche avec de l'huile. Alors il y a une sorte de piston. Quand l'humain touche la roue, il y a une sorte de piston placé tout à l'arrière qui va être entraîné par de l'huile, qui baigne dans de l'huile, et cette huile va le faire tourner. Et quand elle fera tourner, il y a 3 connecteurs il y a 3 switches en fait, qui vont se fermer. Quand ces 3 switches se ferment, ils disent à l'ELAC, hey, c'est l'humain qui est en train de toucher. Moyennant quoi, l'ELAC va ignorer. Que se passe-t-il? C'est quoi l'erreur de maintenance? Quelqu'un, quelque part, durant l'histoire de cet avion, avait remplacé l'huile et a utilisé une huile qui n'avait pas la bonne viscosité. Quelqu'un s'est gouré. Il a pris d'huile, de poids de vitesse, ou d'huile d'autre chose, ou de moteur, ou n'importe quoi. Il a pris cette huile-là, et il l'a mise dans ce système. De sorte que dans certaines conditions, le ELAC n'arrivait pas à comprendre que c'est l'humain qui avait pris le contrôle du système de tri. Pourquoi ça n'a jamais été vu? Tout simplement parce qu'il n'est pas habituel, dans le pilotage au jour le jour d'un Airbus, que le pilote humain tente de prendre la priorité sur le trim. Autant les Boeing, les pilotes humains sont tout le temps en train de bricoler le trim, tout le temps, il n'y a pas de trim automatique dessus, enfin, il y a quand c'est le pilote automatique qui contrôle, autrement, l'humain doit manuellement, constamment, s'assurer que le trim est au bon endroit. Sur Boeing, c'est normal de toucher sans arrêt le trim. Sur Airbus, non, c'est pas nécessaire. De sorte que ce problème est resté sous le radar pendant très longtemps. Quand l'instructeur, lorsque l'avion atterrissait et qu'il bloquait le déroulement à 1 degré avec sa main, à ce moment-là, il perturbait le fonctionnement de ELAC. Le ELAC se disait, mais il y a un problème, qu'est-ce qu'il est en train de faire ce plan, ce THS, ce plan horizontal réglable, il est en train de bouger, je ne comprends rien. Il ne comprenait pas que l'humain est en train de toucher. Donc, il partait en mode erreur. Sauf que, attention, il y a encore une autre logique. Donc là, il y a une combinaison de plusieurs logiques. L'autre logique, c'est que il y a une inhibition de certaines alarmes sur Airbus lors du décollage, pour ne pas perturber les pilotes en ce moment critique du vol. Donc, il y a des pannes, bien sûr, si un réacteur explose ou autre, la panne sera notifiée, ça c'est clair. Mais on ne va pas notifier toutes les pannes possibles et imaginables durant cette phase. Donc, certaines pannes sont inhibées. Parmi elles, le ELAC numéro 1 qui décolle. De sorte que l'instructeur n'arrive pas de faire de corrélation cause à effet. Si l'alarme arrivait tout de suite, il aurait pu dire, c'est bizarre, chaque fois que je touche ces roues,
j'ai une alarme ELAC. Ça aurait pu lui permettre de réaliser qu'il y a un problème. Et expliquant cela à un mécanicien, le mécanicien aurait tout de suite été voir au niveau des switches et au niveau de ce système d'embrayage. Mais là, l'alarme, elle est inhibée. Donc, elle se déclenche seulement 1 minute plus tard, à 1500 pieds. De sorte que l'instructeur ne fait pas le rapport de cause à effet. Voilà, voyez-vous le problème. Voilà déjà un problème. Alors, l'histoire... J'ai fait tomber mes Legos, attendez, je les récupère. Donc, l'histoire continue. L'avion fait des tours, et on arrive au dernier élève. Dernier élève arrive, prend le contrôle pour un atterrissage. Il doit atterrir, remettre les gaz, décoller. Ok. Il pose l'avion. Il faut savoir une chose. Sur ces tours de piste, il avait été jugé utile de ne pas utiliser les aérofreins. Les aérofreins sortent automatiquement. Il y a 2 ordinateurs qui détectent la position des trains d'atterrissage. Quand le train d'atterrissage est compressé, les aérofreins sont déployés, à condition qu'ils soient armés au niveau du cockpit. Il y a une manette, tire, et au moment où ça touche, les aérofreins sortent. Ça permet de ralentir l'avion, ça permet d'éviter qu'il ait une portance résiduelle, ça permet de bien presser les pneus contre le sol et améliorer le freinage, etc. Pour une histoire où l'avion allait juste toucher la piste, accélérer, redécoller, il a été jugé utile de ne pas utiliser les aérofreins. Moyennant quoi, l'avion avait une légère tendance à rebondir. Ça signifie quand il était posé par l'élève pilote, des fois il touchait, puis bam, il pouvait rebondir un petit peu. Rien de grave, c'est pas un DC-3 non plus, mais il y avait un petit peu de potentialité de rebondi. Toujours est-il, le pilote pose. À un moment donné, il y a la roue droite qui se lève un peu, elle quitte un peu le sol pendant une bonne seconde, donc elle va flotter un peu pendant une seconde, 2 secondes, elle va flotter un petit peu, et elle retouche le sol. Ok, l'avion est bien en place cette fois-ci. L'instructeur met les volets 1 plus F, la roulette blanche et noire est en train de se dérouler, donc il la surveille, quand il a 1 degré, pam, il la bloque. L'élève pilote met les gaz à fond, est en train de regarder son indicateur de vitesse. Il n'y a pas de notion de V1 dans une manœuvre comme celle-ci, de type atterrir, repartir tout de suite, type tour de piste. Donc, il regarde, et à un moment donné, l'instructeur lui dit « rotate », ça signifie « vas-y, tire sur le manche, fais-le décoller ». Il tire, et il n'y a rien qui se passe. À un moment donné, il est embuté. L'avion continue d'accélérer, la vitesse arrive à 160 nœuds, et il continue toujours d'accélérer, sans décoller. L'instructeur lui gueule, décolle, lui dit, je suis en train de faire ça. Les 2 sticks ne sont pas synchronisés sur Airbus. Ça signifie quand l'un tire, l'autre ne voit pas ce que l'autre est en train de faire. Donc l'instructeur a pensé que l'élève pilote n'était pas en train de tirer. Que fait l'instructeur? Il dit, à moi les commandes. Il prend le side stick et il tire complètement embuté. Il n'y a rien qui se passe. L'avion continue d'accélérer comme ceci. Alors, à ce moment-là, l'instructeur commence doucement à réaliser qu'il n'avait strictement aucun contrôle sur l'appareil. L'appareil ne répondait pas du tout. Le stick était complètement mort. 170 nœuds arrivent. L'appareil commence tout seul, doucement, à quitter le sol. Pourquoi il quittait le sol? Tout simplement parce que le plan horizontal réglable qu'il avait arrêté était à 1,5 degré de cabré. Donc, 1,5 degré de cabré ne permet pas de décoller avec la gouverne de profondeur au neutre. Mais comme la vitesse augmentait, forcément, il y avait un peu de pression, de plus en plus de pression sur le THS. Et que se passait-il? L'avion commençait doucement, mais très doucement, à s'arracher du sol. L'avion est à 38 pieds, donc une bonne douzaine de mètres. Là, l'instructeur réalise que la vitesse est en train de prendre des proportions formidables, qu'il est en train d'atteindre une vitesse qui va détruire ses volets, ou qui va nuire à l'intégrité de ses volets. Il fait quoi? Il rentre les volets et il réduit les gaz complètement. Et il dit à l'élève pilote, rentre le train d'atterrissage. L'élève pilote commence à rentrer le train d'atterrissage. Le train d'atterrissage commence à rentrer. Et que se passe-t-il à ce moment-là? L'avion replonge vers la piste. Pourquoi? Parce que la même seconde, rentrée des volets, réduction complète des moteurs, que fait l'avion? Il commence doucement
commence doucement à replonger. Il fait quoi? Il arrive. Au moment où il arrive sur la piste, le train d'atterrissage est déjà en bonne partie rentré. Que se passe-t-il? C'est les moteurs qui morflent. Les moteurs sont plus bas que la cellule de l'avion. Les moteurs vont morfler, vont commencer à gratter contre la piste. Il y a des images de caméras de surveillance qui montrent l'avion justement sur la piste, sur les moteurs, avec des gerbes d'étincelles qui jaillissent derrière. Il y a un crash qui a eu lieu au Pakistan il y a 1 an ou 2. Ce crash justement, c'était quelque chose avec un scénario complètement différent où les pilotes avaient oublié de sortir le train d'atterrissage. Mais comme ils ont touché sur les moteurs étaient détruits et après l'avion a pris son envol. Là, il reste que le crash, parce que les moteurs vont mourir. Peut-être pas tout de suite, mais dans les secondes qui viennent, ils vont commencer doucement à s'éteindre. Alors, suite à cet impact, l'avion naturellement se cabre, parce qu'à cause du choc, il se cabre et part en vol. Et là, il part à 20 degrés de cabré. Et il était parti, mes amis, je vous le dis tout de suite, il était parti pour faire la même chose que XL Airways au large de Perpignan. Il était parti pour remonter à la verticale et puis se viander. Là, soudainement, le pilote de sécurité, qui était assis dans le siège observateur, réalise qu'il y a quelque chose qui est affiché, un message qui est affiché sur le display primaire et qui dit Manual Pitch Trim Only. C'est un message qui n'est pas très parlant. Les pilotes d'Airbus le connaissent, mais c'est pas un message qu'ils voient dans leur vie de tous les jours. Ils le voient sur une carrière, ils le voient pour ainsi dire jamais. On le leur enseigne, on leur en parle, ils le voient peut-être une fois dans un simulateur, mais c'est tout. C'est pas un message qui fait partie de leur vie de tous les jours. Donc, le jour où il arrive, dans un moment où il y a de l'adrénaline qui est à 100%, c'est un message qui n'est pas tout de suite interprété. Ce message dit quoi? Ce message dit que l'appareil est passé en backup mécanique. Ça signifie qu'il n'y a plus aucun contrôle au niveau du side stick. Ça signifie que tous les ordinateurs que vous voyez ici sont morts, ne font plus leur travail, et qu'en réalité, la seule chose qui reste pour contrôler la profondeur, c'est manuellement travailler sur les roues du trim, donc les faire tourner vers soi pour piquer, pour cabrer, tourner vers l'avant pour piquer, et puis sur le plan latéral, il n'y a que les palonniers, donc au niveau des pieds, qui dirigent la gouverne de direction, qui permettent d'incliner l'avion. Il n'y a plus d'aileron, il n'y a plus de gouverne de profondeur, il n'y a plus rien. C'est un mode extrêmement dégradé. C'est un mode tellement improbable, a été considéré tellement improbable par Airbus, qu'ils ont considéré que ça valait même pas la peine d'entraîner les pilotes à faire des décollages dans ce mode-là. À la rigueur, en vol, sur un simulateur, il y a un instructeur qui dit « Bon, on va tester ce mode-là, puis voilà ». Et ce mode, l'avion est extrêmement instable. J'ai testé ce mode-là sur un simulateur d'une compagnie aérienne. Et en fait, j'ai pu garder l'altitude, plus ou moins 2000, plus ou moins 3000 pieds. L'avion répond assez sèchement, et puis il est très très imprévisible. Tu donnes un coup vers le bas, il pique trop brutalement, tu dis oula, il pique trop, je reviens de l'autre côté, tu reviens de l'autre côté, il se cabre, il revient vers l'horizon, tu te dis ah super, et puis 2 secondes plus tard, tu es à 25 degrés de cabré. C'est extrêmement chaotique comme vol. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer ce jour-là. Il y a un vol extrêmement chaotique qui va suivre. L'avion va piquer, cabrer, faire des montagnes russes auprès de l'aéroport de Tallinn. Il était sur le point, à plusieurs moments, il était sur le point de se prendre le sol. Que se passe-t-il? La seconde d'après, il y a le réacteur numéro 2 qui prend feu. Donc l'instructeur apprend par l'alarme et aussi par le pilote de sécurité qui a remplacé maintenant l'élève pilote. Il apprend que le réacteur numéro 2 est en train de brûler. Il y a une alarme incendie. Le réacteur numéro 1, le réacteur gauche, commence à montrer des signes de faiblesse parce que lui aussi a morflé. Il a commencé à perdre de l'huile et a commencé à montrer des signes de faiblesse. Enfin, rien n'allait plus. Et l'instructeur était en mode manual trim, backup mécanique, tous les ordinateurs morts. Que s'est-il passé? Pourquoi les ordinateurs sont morts? En fait, il y eut un bug. Pas un bug, mais il y avait un design.
il y avait un design qui, ce jour-là, avec cette panne, avec la manœuvre, avec les spoilers qui n'étaient pas sortis, avec le train d'atterrissage qui a rebondi, quelque chose qui a créé un alignement absolument malveillant des planètes, qui a fait que cet avion s'est retrouvé sans aucun contrôle, avec tous les ordinateurs complètement morts. Comment se fait-il que ces ordinateurs sont morts? D'ailleurs, après cet accident, je vais vous raconter la suite dans une seconde, Airbus a dû revoir sa copie et modifier la logique des ELAC et promis de modifier dans le futur la logique des SEC. Comment ça s'est passé? Je vous explique quelque chose d'important. Je vais faire un petit dessin. Alors j'ai ramené cette chose. Vous voyez, les histoires d'Airbus, c'est pas du tout le même langage, c'est pas du tout les mêmes histoires que lorsqu'on parle de Boeing. Alors ce qu'on a, on a deux choses. Sur le plan philosophique, si vous voulez, Airbus doit fabriquer un système d'une batterie d'ordinateurs. Ces ordinateurs-là doivent travailler ensemble. Donc ils doivent être intégrés les uns aux autres. C'est important. Ils doivent travailler ensemble. Pourquoi ils doivent travailler ensemble? Parce que ils ont une mission commune qui est d'assurer donc le bon fonctionnement de cet avion, le contrôle de cet avion. Mais en même temps, ça c'est l'intégration, on nous dit, il faut qu'ils travaillent ensemble. Mais autre chose, il y a la redondance. La redondance nous dit qu'il faut que chaque système soit indépendant des autres. Parce qu'on n'a pas envie qu'un système qui devienne fou aille perturber les autres. Donc il faut, sur le plan de la philosophie de l'engineering, on a deux contraintes. D'un côté, les intégrer. Il faut bien les intégrer, sinon, s'ils ne sont pas intégrés, on a un système où la main gauche ne sait pas ce que la main droite fait. Mais à un moment donné, il faut faire gaffe. S'il y a trop d'intégration, on peut se retrouver avec un système où il n'y a pas vraiment de redondance, parce qu'il n'y a pas d'indépendance. Ok. Je vous montre l'histoire ici. Pourquoi les SEC n'ont pas pris le contrôle? Parce que je vous raconte l'histoire. Au moment où l'avion atterrit, le ELAC 1, je l'enlève, n'était pas actif. Il était arrêté il était en mode fault, depuis plusieurs atterrissages déjà. Il avait été ignoré dans cette position-là, donc je vais l'enlever. Au moment où le commandant de bord, ou l'instructeur, arrête le déroulement du trim, il y a ce problème de viscosité d'huile qui va intervenir et qui va perturber le ELAC numéro 2 cette fois-ci, suffisamment perturbé pour que l'ELAC numéro 2 se désengage. Voilà. Donc là, on avait 4 ordinateurs, on a maintenant que 2. Ça signifie maintenant, on attend à ce que les SEC, un des SEC prenne le relais, parce que le relais est pris dans ce sens. ELAC 2, ELAC 1, SEC 2, SEC 1. D'accord? Donc, on a ELAC 2. Si l'ELAC 2 tombe en panne, l'ELAC 1 prend le relais. Si l'ELAC 1 tombe en panne, c'est le SEC 2 qui prend le relais. Si le SEC 2 tombe en panne, c'est le SEC 1 qui prend le relais. Et si tout le monde est en panne, bon, on passe en backup mécanique comme j'ai expliqué. Pourquoi ces deux n'ont pas pris le relais? Je vais vous expliquer l'histoire. Si vous regardez ces blocs de Lego, pourquoi j'ai mis 2? Parce qu'en réalité, si vous regardez les ordinateurs qu'il y a dans l'Airbus, c'est un seul boîtier, mais à l'intérieur, il y a 2 ordinateurs. Il y en a un qui réellement contrôle l'avion, c'est lui qui manipule les surfaces par le truchement, bien entendu, de circuits hydrauliques et de vérins et tout ça. Et il y a un deuxième ordinateur dans le même boîtier, conçu de la même manière, à peu de choses près, qui est un ordinateur de monitoring, qui surveille l'autre. Celui-là travaille, celui-là le surveille. Si l'ordinateur de monitoring constate que celui-là est en train de faire n'importe quoi, qu'est-ce qu'il fait? Il va arrêter l'unité entière. Ça veut dire que par exemple, si on a le SEC 2, et puis soudainement, son circuit de monitoring voit qu'il y a des bizarreries qui sont faites par l'ordinateur de contrôle du SEC 2, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête tout le boîtier SEC 2. D'accord? Pareil pour tous les autres. Ces boîtiers, quand ils décident de s'arrêter, se fichent pas mal de la situation dans laquelle ils mettent le pilote. Ils vont pas se dire, alors que font les autres, ça serait quoi l'impact? Non, il n'y a pas cette étude d'impact. C'est tout simplement, l'ordinateur, les circuits de contrôle réalisent qu'il est en train de faire n'importe quoi, il l'arrête, puis c'est tout.
Et c'est un autre qui prendra le relais. S'il n'y a pas un autre qui prendra le relais, ben tant pis. C'est tout, dommage. Alors, je disais que ces ordinateurs, n'est-ce pas, sont divisés en deux. Alors, je vais vous montrer mon dessin dans une seconde. Donc, ils sont divisés en deux ordinateurs. Un qui fait du contrôle, un qui fait du monitoring. Contrôle, monitoring. Je vous montre. Donc, j'ai mon SEC 1 et mon SEC 2. SEC 1, SEC 2. Chacun divisé en contrôle, monitoring, contrôle, monitoring. OK. Les SEC 1 et 2, comme ils travaillent sur les spoilers et qui sont censés sortir les spoilers au moment de l'atterrissage et plein d'autres choses, ils ont besoin de l'information du train d'atterrissage. Ils ont besoin de savoir si le train d'atterrissage est compressé, c'est-à-dire que l'avion est au sol, que l'avion a touché, ou est-ce que l'avion n'a pas encore touché, ou est-ce que l'avion est en vol. Ils ont besoin de savoir cette info. Alors cette info est communiquée, donc je vous montre, elle est communiquée de cette manière-là. Elle est communiquée par des petits ordinateurs, ok, LGCIU, ok, on n'a pas besoin de retenir le nom, c'est pas grave, disons que c'est des ordinateurs, c'est tout, qui sont placés au niveau des trains d'atterrissage, comme ceci. D'accord? Donc on a, si vous regardez ici, on a le sol, et j'ai exprès représenté un des trains d'atterrissage levé, et un autre qui est au sol, et un autre qui est là. Pourquoi? Ça représente un petit peu le pilote qui a fait rebondir l'Airbus. Hein. L'Airbus a rebondi à l'atterrissage, mais pas rebondi complètement. Un des trains est resté compressé et l'autre a rebondi un peu. Le temps que le gars comprenne et il corrige. Ok. Pour éviter que, pour créer, si vous voulez, une séparation, cette indépendance qui, elle, est la garante de la redondance, on essaye d'éviter ce schéma-là. Je vous montre. Ce schéma, on essaye d'éviter à tout prix. C'est quoi ce schéma? Ce schéma, c'est tout simplement qu'il y ait une source unique de data, d'informations, qui aille nourrir l'ordinateur qui contrôle et l'ordinateur qui monitore. Ça n'a pas de sens de faire ça. Parce que si cette source est fausse, que va-t-il se passer? Elle va nourrir les deux avec des données qui sont fausses. Les deux vont calculer la même chose. Les deux vont être synchro. Et que se passe-t-il? Il faut une synchronisation toutes les 30 millisecondes entre eux. Et que se passera-t-il? Ben, il n'y a personne qui contrôlera personne. L'ordinateur peut faire n'importe quoi à cause d'une source d'infos qui est fausse. Et puis, le monitoring ne servira à rien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va nourrir chacun par les mêmes infos. Et ça, c'est partout dans l'Airbus. On va nourrir chacun par des mêmes infos, mais venant de sources différentes. Okay? Donc, si je reviens de l'autre côté, vous allez voir, ça va commencer à s'éclairer. J'ai un ordinateur d'un train d'atterrissage qui va informer les parties contrôle et j'ai un autre qui va informer les parties monitoring. Je vous montre. Voilà. Donc, cet ordinateur qui est là, ce petit LGCIU, il va dire quoi? Il va dire à la partie contrôle du SEC 1 et du SEC 2, c'est bon, on est au sol. Celui-là va informer, en même temps, va informer de la situation la partie monitoring du SEC 1 et du SEC 2. Alors si je note, qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils leur disent ici vol, je suis en vol, je suis au sol, je suis en vol, je vous montre dans une seconde, je suis en vol, je suis au sol. Remarquez, au moment où l'avion rebondit, les infos que reçoivent les deux SEC. Le SEC 1 reçoit sur sa partie contrôle, je suis au sol, sur sa partie monitoring, je suis en vol. Donc vous voyez, il y a déjà un problème là. Les deux, monitoring et contrôle, voient des choses différentes. Pareil ici, sur le SEC 2. La partie contrôle reçoit l'information, je suis au sol. La partie monitoring reçoit l'information, je suis en vol. Donc, les deux systèmes ont une vision différente. Que va-t-il se passer? Ils vont se désactiver, naturellement. C'est ce qu'on a dit. Regardez. Donc, on a notre train d'atterrissage ici, n'est-ce pas? Ça, c'est le petit ordinateur qui dit au SEC si on est en vol ou au sol. D'accord?
puisqu'il y a ce problème que l'avion est bancal à l'atterrissage pendant une bonne seconde, hein, il roule que sur ce train, ces deux ont une information différente sur la situation. Que vont-ils faire? Les deux, pour la même raison, ils vont se désactiver. D'accord? Donc maintenant, on n'a plus aucun ordinateur. Remarquez qu'on part. Alors, on est juste en train de faire des tours de piste. Hein, ils font pas le mal, les gars. On est en train de partir sur des tours de piste. On a 4 ordinateurs normalement. Et chacun, pour une raison différente, pour une logique différente, ok, il y a cette erreur de maintenance. Ok, quelqu'un s'est gouré d'huile, ça arrive. Mais ceci va conduire à une situation complètement catastrophique. L'avion, donc, commence à faire n'importe quoi en vol. Les pilotes décident de faire demi-tour et revenir atterrir. Ça ne signifie pas faire demi-tour dans le sens faire un circuit. Non, non. Revenir, faire demi-tour et plonger sur la piste et atterrir coûte que coûte très vite. Le demi-tour est fait. Commence à piquer sur la piste, cherchant le seuil de la piste. À un moment donné, à 1000 mètres, à 1000 pieds plutôt d'altitude, le réacteur numéro 2 qui était en feu s'arrête. L'instructeur se retrouve maintenant avec un avion au ras du sol, en mode backup mécanique, avec le manche là, le stick qui marche pas, même s'il va continuer tout le vol à essayer de travailler dessus. Et en plus, une panne moteur. D'accord? On peut pas faire mieux, quoi. Même sur des simulateurs, il y a des gars qui se crachent bien avant d'arriver là. À 750 pieds, le deuxième moteur tombe en panne. Donc, moteur numéro 1, cette fois-ci, lui aussi tombe en panne. Pendant 30 secondes, ils sont dans le noir total. Tout s'éteint, ils sont dans le noir total. L'avion tombe. Il y a la rate, ce qu'on appelle la rate, c'est une turbine qui sort sous l'avion et qui est entraînée par le vent relatif. Tant que l'Airbus va au-delà de 140 nœuds, elle est entraînée par le vent relatif et elle permet de générer un peu d'électricité, elle permet d'alimenter quelques systèmes super fondamentaux. Il arrive à garder le contrôle parce qu'un des réacteurs continue à mouliner, le 2 est mort. Le 1 continue à mouliner et le fait qu'il mouline arrive à envoyer un petit peu de pression dans le circuit hydraulique qui permet de contrôler le plan horizontal réglable, qui est le seul consommateur hydraulique à ce stade, pratiquement. Hein, parce que les autres surfaces, hein, la surface par exemple ici, hein, celle-ci, leurs vérins se mettent en position de centrée. Ça signifie qu'ils vont au neutre et ils bloquent. Il descend, il descend, il descend, il descend. Sort le train d'atterrissage, qui tombe de son propre poids en fait. Et en fait, 150 mètres avant la piste, il va frapper. Heureusement, il y avait de la neige ce jour-là. Il va taper contre la piste. Et puis, rentrer sur la piste, la quitter encore une fois. Et puis finira par s'arrêter. Que va-t-il se passer? Les gens sont tous sains et saufs. Il y en a 2 qui sont un peu secoués, blessés un petit peu, mais pas grand-chose. Les autres n'ont rien. L'appareil est détruit. L'appareil est détruit au-delà de toute réparation. Les moteurs sont détruits, la cellule est détruite. Même s'il a l'air intègre, il y a une vidéo, il y a quelqu'un, je ne peux pas pour des raisons de droit d'auteur, je ne pourrais pas la reprendre in extenso, mais je vous montre quelques secondes, où on voit quelqu'un filmer l'approche. Elle n'a pas l'air impressionnante. Et comme il n'y a que de la neige, on a presque l'impression que l'appareil a atterri normalement sur la piste. Alors qu'en fait, il a atterri en dehors de celle-ci. Et puis après, il finit par s'immobiliser. Et après, on voit la police qui arrive, puis les pompiers, et puis tout ça. L'appareil a été détruit, au-delà de toute réparation. Il a été démantelé par la suite, et puis il est parti à la casse. Ils n'ont jamais pu le réparer ou juger utile de le faire. Donc, voilà mes amis. Vous voyez, on a Airbus, comme je vous ai dit en début de vidéo, Airbus a changé la logique des ELAC pour faire en sorte que ils ne disparaissent pas de la loupe, ils ne sortent pas de la loupe si rapidement s'il y a un problème de viscosité d'huile et de choses similaires. Hein. Ça a été modifié la logique. Les secs, ils ont promis de les changer. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas encore. Par contre, le problème, c'est que le backup mécanique, ce backup mécanique qui a sauvé l'équation ce jour-là, si on regarde le sens de l'histoire, il est en train d'être retiré des avions. Il est en train d'être retiré des nouveaux Airbus, il est en train d'être retiré des nouveaux Boeing. Le backup mécanique est considéré comme qui a sauvé cet avion. C'était le dernier ressort, va probablement être supprimé, ou est en cours, ou en passe. Il a déjà été supprimé sur certains avions, pour vous dire. Donc voilà mes amis, c'était une vidéo sur Airbus. J'espère que vous avez aimé.
Le truc, pourquoi je ne vous parle pas de l'Air France 447 jusqu'à ce stade? Parce que ça va faire des dessins comme ceci tout le long de la vidéo. Donc j'aimerais bien en parler, mais est-ce que ça va vous intéresser? Est-ce que ça va passer à l'écran, hein, de travailler avec des dessins comme cela et des Lego? En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et on se retrouve dans une autre. À bientôt.